On va commencer ce webinaire. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, on poursuit notre petite série de webinaires sur le SEO, avec notamment donc sur la stratégie de contenu SEO, sur comment capitaliser sur l'existant pour gagner en efficacité. Et donc, à mes côtés, donc Laurent, qui est notre expert en référencement naturel dans l'agence, Ecomédia, et qui, du coup, Bonjour va à tous. Expert depuis 10 ans, chez Eco depuis 1 an. Enfin, expert depuis 10 ans, j'ai commencé il y a 10 ans. Voilà, c'est le but. Donc voilà, donc il y aura quand même une session de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Si on pourra peut-être y répondre pendant le webinaire, mais sinon ne vous inquiétez pas. En tout cas, toutes les questions seront prises en compte à la fin. Alors aujourd'hui, on va aborder donc le sujet qui est le capital de visibilité en référencement naturel et notamment sur le capital de visibilité de vos contenus existants. Donc on va d'abord commencer par la définition de capital de visibilité. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Comment savoir si vous en avez un et surtout comment capitaliser sur l'existant avec des conseils donc activables dès maintenant. Alors d'abord, pour commencer, Laurent, est-ce que tu peux nous définir le capital de visibilité ? Alors oui, le SEO commence avec la pertinence des contenus. Le SEO, c'est quand même une histoire de mots. Donc, Google crawl, analyse les mots qu'il va trouver sur une page. Alors, j'ai fait exprès de dire les mots parce que des mots, il y en a donc dans le texte, mais il n'y en a pas que dans le texte. Et donc, à partir des mots qu'il va trouver sur la page, il va donc classer cette page, si cette page lui plaît, dans son index. Donc, ça va être en fait un peu comme dans une bibliothèque quand on fait une recherche de livres. Oui, alors c'est de la recherche d'information, Google au départ, et ça, effectivement, les premières applications de la recherche d'information, c'était dans les bibliothèques, donc ils ont repris une partie, bien sûr avec beaucoup plus de complexité, de ce type de technologie, effectivement. Et alors, donc tu disais qu'il indexe toutes sortes de pages, mais alors que ça peut répondre aussi à un besoin ? Oui, alors il y a plusieurs types de besoins en fait. Quand les gens tapent quelque chose, quand les gens font une requête dans Google, ils ont très souvent un besoin d'information, à peu près à 3/4 des requêtes, que ça soit une information d'ailleurs qui a un aboutissement commercial ou non. Ils ont parfois un besoin d'achat, ce qui correspond à peu près à un peu moins de 10% des requêtes. Et puis, ils ont aussi parfois des besoins navigationnels, comme on dit, c'est-à-dire ils veulent se retrouver dans une catégorie d'un site Internet particulier et en général, ils tapent le domaine du site. D'accord. Et donc, comme tu disais, effectivement, donc les mots, ça peut être dans des articles de fond, que dans des actus ou dans des titres de produits. Oui, et par exemple, dans le maillage interne. En fait, on dit toujours l'ADN de Google, c'est le contenu. Alors, je ne dirais pas le contraire, surtout aujourd'hui. Mais l'ADN de Google, c'est aussi en fait les entre-deux-liens. Et c'est même le véritable ADN de Google parce que c'est ce qu'ils ont inventé par rapport aux autres moteurs de recherche qui existaient avant eux, en fait. Ok, alors du coup, en parlant des encres de liens, donc j'imagine que c'est très important. Est-ce que tu peux du coup un peu plus nous expliquer ça ? Eh bien oui, alors les encres de lien, en fait, l'encre de lien qui est donc un mot qu'on utilise pour faire le lien parfois dans un texte, eh bien cette encre de lien, elle sert à Google à définir la page cible. Donc en fait, pour Google, la définition d'un lien, c'est la relation qu'il y a entre la page source et la page cible. Et ça passe à travers cette encre de lien et même aussi à travers les mots qui sont autour de l'encre. D'accord, donc là, sur la slide, tu nous présentes en fait un site que tu considères comme, enfin que tu établis comme sous-optimisé parce qu'il y a 37% d'encre vide et environ 32% d'encre neutre. Donc là, ça veut dire qu'on a à peu près 70% d'encre qui servent à rien pour Google. Ben oui, c'est ça. Donc il y a fatalement sur un site des encres qui vont ne servir à rien parce que bon, c'est comme ça de toute façon. Mais là, 70%, c'est énorme. Ça veut dire qu'on peut optimiser les 70%. On peut peut-être éliminer, faire que la moitié de ces 70% servent à quelque chose et servent en fait à montrer à Google de la pertinence à travers les encres de lien. Là, on voit clairement que le site est sous-optimisé. Mais alors tu dis ça parce que en fait les liens sont pas pertinents, c'est ça? Parce qu'on a des des Par liens exemple, sur alors tu vois, il y a, je sais plus, là c'est un peu petit, mais par exemple, il y a des encres lire aussi. Lire ouais, aussi, lire ça peut être aussi ou voir remplacé par plus. je sais pas moi, faire l'encre simplement sur le titre de l'article, tu vois? D'accord. Qui sommes-nous? Bah, ça, c'est normal, ça doit être une page qui s'appelle Qui sommes-nous? Qui est dans un menu, on va la laisser comme ça. Ouais. Mais par exemple, il y a des encres vides,
certainement les remplir. C'est des encres qui sont peut-être faites sur des images. Je pense que je me souviens de ce site, en fait, c'était fait sur des drapeaux. Il suffit de mettre le nom du pays qui correspond au drapeau. C'est parfois pas énorme, mais si tu donnes, dès que tu peux, faut donner tout le sel que tu peux donner, quoi. Voilà. D'accord, il faut qu'il y ait un rapport sémantique avec le contenu qu'on veut lier, c'est ça? Voilà. Ok, très bien. Et alors, du coup, donc en parlant des encres et des types de contenus, est-ce que on doit créer des types de contenus pour développer son capital visibilité? Alors, on a essentiellement 3 types de contenus différents. On va peut-être même les classer même en 2 parties, c'est-à-dire, on va dire les sites catalogues. Je pense à Jiffy, par exemple. Ouais. Donc là, on a un catalogue, c'est-à-dire des catégories, des pages de produits qui sont classées dans des catégories, voire des sous-catégories. Donc 2 types de pages, hein, catégories et pages de produits. Et puis, on a un autre type de pages qui sont plutôt du texte. Donc là, on pense au Lynx, mais on pourrait quand même penser à Jiffy, qui peut très bien faire des contenus de ce type-là, donc avec des textes. Et là, donc, ça a à voir avec le besoin, en fait. C'est-à-dire que le catalogue, ça correspond à un besoin d'achat. Et contenu texte, ça correspond à un besoin d'information. Alors, quand on est Jiffy ou quand on est un e-commerçant, on n'est pas altruiste, donc on va plutôt répondre à des informations dans le but de vendre quelque chose, donc des informations de type commercial. C'est sûr. Alors du coup, juste, je te coupe parce qu'on a une petite question par rapport à la slide précédente sur les encres vides. Est-ce que le texte, Oui. le texte sur les images n'est pas lu par le robot TXT? Le robot de Google, qui s'appelle Googlebot, voilà. Est-ce qu'il lit les textes sur les images? Non, en fait, ce qu'il faut, c'est que l'encre, c'est le mot qui est à l'intérieur du lien. Le texte sur les images, je pense ça fait référence à un attribut qui s'appelle l'attribut title, ou même l'attribut alt text, qui en fait, oui, c'est lu, ça peut, mais ça remplace pas. Ça pèse tellement peu. Ce qu'il faut, c'est vraiment le contenu que la personne peut lire sur la page. Donc, c'est plutôt le texte qui est autour de l'image. C'est plutôt le texte qui est en dessous de l'image. Par exemple, s'il y a une description de l'image en dessous et avec un lien ou quelque chose comme ça. Donc là, voilà, pour répondre par rapport aux images, qui n'est pas tout à fait la même chose que pour les encres de lien. Mais en fait, il faut penser Google prend en compte ce qui est visible par l'internaute. Voilà. Donc du coup, ce qui est dans le code, mais qui n'est pas forcément visible par l'internaute, ou que l'internaute a besoin de faire passer la souris par-dessus, ou que là, ça compte beaucoup moins. Okay. Merci Laurent. Et donc, pour revenir à notre histoire de besoin, voilà, donc tu parlais du Lynx ou de Jiffy. Donc là, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces types de contenus, donc avec le Lynx, Mon chauffagiste privé et Jiffy? Oui, alors le Lynx, par exemple, c'est un site internet qui n'est pas tout à fait un e-commerçant. C'est plutôt, en fait, il y a assez peu de produits. Ils vendent de l'assurance santé, de l'assurance auto, donc les produits, il y en a une dizaine, voilà. Par contre, il y a beaucoup de questions autour de ces produits et surtout beaucoup de déclinaisons parce que on va vendre de l'assurance auto à des gens qui sont résiliés, malucés. On va vendre de l'assurance auto à des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas encore conduit, pas beaucoup d'expérience. Donc, du coup, des gens ont plein de questions par rapport à ça. Et en fait, c'est un site où il y a essentiellement du contenu en fait et essentiellement des textes avec des call to action pour acheter de l'assurance auto, enfin pour acheter de l'assurance auto on va dire et qui est toujours le même produit en fait mais dans différentes situations. Donc c'est pour ça en fait qu'on a créé ce diagramme en fait pour essayer de vous situer, c'est-à-dire est-ce que moi je suis dans une vente longue ou une vente qui suscite beaucoup de questions et à ce moment-là je vais me mettre plutôt en haut du diagramme ou est-ce que moi au contraire je vends des choses comme des bouées canards, je pense à Jiffy et des guirlandes de Noël. Alors je peux écrire 2-3 textes sur la meilleure manière de faire un cadeau à la Saint-Valentin, tout ça. Je peux très bien trouver des choses, hein, mais du coup quand même ce qui est le plus important pour moi, c'est de placer mes pages où je vais carrément vendre soit la catégorie où on va retrouver toutes les guirlandes de Noël pour choisir, soit voilà. Ce qui n'empêche pas de faire un très joli texte sur la manière de décorer un sapin, par exemple. Mais voilà. Mais par contre, ça va rester limité par rapport à le Lynx, qui eux vont faire des milliers de pages sur la manière dont on doit prendre une assurance auto et tout ça. Donc c'est pas le même rapport. Et puis entre les deux, on a des gens qui sont un petit peu entre les deux. Et moi, j'ai pris comme exemple le fait d'acheter une chaudière ou un ballon, où là, on a des questions parce que c'est pas évident, on sait pas quel ballon choisir, quelle taille de ballon, quelle taille de chaudière. Quand on l'achète, on paye pas seulement la chaudière, mais on paye aussi l'installation. Donc il y a tout un tas de questions aussi qui tournent autour de ça. Et ces gens-là ont quand même en général un catalogue, pas aussi fourni que celui de Jiffy, mais il y a quand même des dizaines de chaudières et des dizaines de ballons aussi, quoi.
Voilà. Donc, c'est bien de savoir où on se situe pour ensuite pouvoir faire une stratégie. Ok, très clair. Oui, donc c'est vrai que, il y a il y a selon aussi si le parcours d'achat est Oui, long ou pas spécialement, ou comme mon chauffagiste privé, si en fait il y a comme de la fidélisation, parce qu'ils vont faire tout ce qui est SAV et maintenance de la chaudière. exactement. Voilà. Ok, très clair. Exactement. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on a une vente longue ou est-ce qu'on a une vente courte? Voilà. Même quand on a une vente courte, on peut faire des choses, mais c'est simplement qu'on a moins de pression. C'est-à-dire que on a moins de pression. Si tu veux, Jiffy a moins de pression à jouer sur un contenu comment décorer son sapin que, à mon avis, mon chauffagiste privé, il se doit vraiment, il a une crédibilité et quelque chose à dire par rapport à ce qu'on met dans un devis de chaudière et comment ça marche Ouais, le SAV et quelle chaudière il faut choisir pour une maison de 5 pièces ou je sais pas quoi. Voilà. c'est sûr. Alors ensuite, est-ce que donc comment définir la qualité des contenus attendus donc par Google? Tu m'avais expliqué que c'est quand même finalement un équilibre à trouver entre l'offre et la demande, c'est ça? En fait, on peut considérer que, il y a une offre et une demande de contenu. C'est-à-dire qu'il y a une offre de contenu, bah, ce sont les sites internet qui produisent des contenus, on vient de le dire, que ce soit des catalogues ou des pages d'articles qui répondent à des besoins d'information. Et une demande de l'autre côté, c'est-à-dire des gens qui tapent dans Google des requêtes qui correspondent à des besoins de recherche, que ce soit des besoins d'achat ou des besoins d'information. Et donc, d'une certaine manière, Google arbitre cette offre et cette demande. Euh, et justement, c'est ça, pour eux, en fait, c'est ça. Ils arbitrent avec ce qu'eux, ils appellent la qualité. Est-ce que ça correspond bien à la réponse, en fait, c'est ça d'abord. Avant même de penser que la réponse est intéressante ou je sais pas quoi, dire que c'est la bonne réponse ou pas, ben, est-ce que cette réponse, c'est bien la réponse à la question que les gens posent dans Google, quoi. D'accord. Et alors on a donc des besoins qui sont de 3 ordres différents. Donc tu en parlais un petit peu avant. On a tout ce qui est transactionnel, informationnel et navigationnel. Donc Oui. navigationnel, on entend la recherche de marque, qui est très Oui, bah, peu c'est ce qu'on a utilisée. dit tout à l'heure, en fait, Ouais, hein, exactement. Hein, c'est bon, navigation. Ce qu'on peut rajouter là ici, c'est bah, navigationnel, c'est un besoin du genre, je sais pas moi, bah, Jiffy guirlande de Noël, par exemple. Ça ouais. c'est quelque chose qu'on va taper, qu'on va considérer comme une requête navigationnelle. Parce que là, clairement, les gens ils veulent acheter une guirlande de Noël chez Jiffy. Le truc, c'est que quand tu tapes Jiffy guirlande de Noël, Jiffy a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour remonter numéro un. Parce que Ouais. en fait, Google sait que ce que les gens veulent, c'est la page de Jiffy sur les guirlandes de Noël et pas autre chose, quoi. Donc, de toute façon, il n'y a qu'une seule réponse. C'est sûr. Donc voilà, donc dans cette première partie, donc on vous a expliqué en quelques mots que la visibilité donc passe par des mots de toute forme, dans tout type d'usage, et qui sont donc crawlés finalement par les moteurs de recherche, donc Google. Savoir si on a un capital de visibilité, c'est finalement se demander si les mots que j'ai un peu partout sur mon site ont déjà un petit peu de pertinence, ou suffisamment, en tout cas, pour que ça vaille le coup de les booster d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a 3 méthodes qui vont vous permettre de répondre à cette question. Laurent, comment tu procèdes du coup avec la première méthode? Alors, est-ce que tu veux savoir, savoir si tes pages de ton site que tu as produites sont déjà un petit peu pertinentes ou pas? Et il y a un moyen très simple de savoir, c'est de savoir si Google, en fait, les aime ou les aime pas. Ouais, S'il les considère ou pas. Et savoir ça, c'est simplement répondre à la question est-ce que j'ai des mots-clés Est-ce que j'ai des mots Est-ce que mes pages sont dans le top 50 ouais. sur des requêtes plus ou moins intéressantes ou qui sont vraiment les requêtes sur lesquelles je recherche. Donc, si tu es dans le top 50 sur, par exemple, guirlande de Noël, ça veut dire que Google pense que tu as déjà une forme de pertinence sur guirlande de Noël, le mot-clé sur lequel tu veux remonter. Voilà, c'est ça le principe. Donc, Donc là, en là, fait, tu... tu utilises, tu vas me demander comment faire, bah, c'est simple, tu Ouais, utilises un outil comme SEMrush. Tu utilises un outil comme SEMrush qui va remonter tous les mots-clés, enfin, qui va remonter tous, qui va remonter un grand nombre de mots-clés sur lesquels tes pages remontent. Et puis là, tu n'as qu'à regarder. Et si tu n'as pas SEMrush, mais que je te conseille de toute façon d'avoir une Search Console pour ton site internet, tu auras encore ouais. plus d'informations Ok. pour Donc la c'est vrai partie que performance. le problème de cette méthode, c'est pas vraiment très précis, mais du coup, on va le voir plus tard. On va passer déjà à la méthode donc 2. Là, celle-ci est quand même un peu plus précise qu'avec SEMrush.
Alors oui, celle-là, donc dans le SEMrush, on voit si Google a donné un peu de pertinence ou pas. Alors en fonction de la position dans laquelle on est plus ou moins bon. C'est-à-dire effectivement, si tu es en top 49 ou si tu es top 3, bah, top 3, tu peux dire que tu dois être pertinent parce que tu as déjà de la visibilité, des gens Ouais. qui cliquent. Donc voilà, donc c'est tout, c'est pas forcément hyper précis parce qu'en fonction des positions que tu as, c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément hyper précis. Sachant qu'en plus, donc cette notion de pertinence des contenus, cette notion donc de vocabulaire et de voilà, ça marche pas que avec la pertinence des contenus. Google va pas vous donner la position 3 sur votre mot clé important et compétitif. Hein, j'insiste. Que si vous avez le bon vocabulaire dans votre texte. Il y a plein d'autres choses en jeu. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est une méthode qui est un petit peu grossière. Euh, donc, il y a une manière de voir, se dire, bon, ben, moi, ce que je veux faire là, mon action, c'est d'augmenter la pertinence de mes contenus d'un point de vue du vocabulaire, de faire que mes textes soient donc vus par l'algorithme et par les visiteurs, parlent vraiment des choses. Eh bien, je vais utiliser je vais faire ce que fait Google. Je vais utiliser un outil qui fait la même chose, c'est-à-dire qui me dit, est-ce que mon texte est pertinent d'un point de vue du vocabulaire? Et c'est, par exemple, cet outil, c'est Your Text Guru éventuellement. Ok, donc là, en fait, Your Text Guru, ça va te permettre de comparer la qualité d'une URL avec celles qui remontent dans les premiers dans les SERP. Je n'aurais pas utilisé le mot qualité. En fait, ce que ça va te faire exactement, c'est que ça va dire est-ce que j'ai le bon vocabulaire, est-ce que j'ai le bon vocabulaire sur mon texte. Ouais. Ça va faire un graphe qu'on va voir un petit peu en dessous. Donc, ça va dire 3 choses éventuellement par rapport au vocabulaire du texte. Est-ce que j'ai utilisé donc tous les mots que je pouvais utiliser pour être pertinent? Est-ce que j'aurais pas utilisé trop de fois un mot en pensant que j'optimise pour Google et puis finalement je fais un texte qui est pas naturel et qui répond pas tout à fait à la question? Est-ce que voilà, c'est essentiellement ça va te donner donc un score positif et ça va te donner aussi un score négatif montrant que tu as peut-être suroptimisé des choses. Donc en fait la courbe que tu vas voir en dessous, elle te dit si tu as optimisé et surtout si tu as bien optimisé. Parce que tu pourrais très bien avoir un score positif, mais c'est de la gonflette et ça compterait pas quoi. Oui, donc ça on le verra après dans la partie 3 pour du coup capitaliser sur l'existant. Et là, si on prend donc l'exemple qu'on a sur le slide avec l'exemple donc du mot-clé audit SIA, comment tu pourrais interpréter les résultats en fait avec ce qu'on a dans la liste? Alors, avec ce qu'on a dans la liste, l'outil, si les gens sont encore jamais dessus, j'imagine qu'ils ne le connaissent pas forcément. Your Text Guru, il va te donner un graphe et puis ensuite tu vas avoir une représentation de la première page de Google. Ouais. Et tu vas avoir des données par rapport aux gens qui sont numéro 1 dans Google, ou numéro 2 ou numéro 3, donc sur la première page jusqu'à numéro 10. Et tu vas dire, moi, si je veux avoir une chance d'être numéro 1 comme eux, il faut que, par exemple, je sois pertinent aussi bien, j'ai autant de pertinence de ce point de vue de vocabulaire qu'eux et que je ne sois pas plus suroptimisé qu'eux non plus. Donc, d'une certaine manière, ça marche par imitation. Tu te dis, je vais imiter ce que fait le premier pour avoir une chance d'être le premier moi-même. Voilà. Donc là, tu nous en parlais tout à l'heure, mais du coup, il y a les scores, donc le SO SEO et le D SEO. Le score positif, c'est SO SEO, c'est le score que tu vois en vert, exactement. En vert, ouais. Je disais, donc il faut que tu sois au moins aussi bon, voire un peu meilleur. Et le score orange, c'est le DSEO, c'est le score de suroptimisation, donc il faut que tu sois un petit peu en dessous du premier. Voilà. Okay. Et alors ensuite, on voit 2 autres colonnes. Donc il y a la colonne de Babar. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, d'une certaine manière, donc ça c'est un outil qui a été fabriqué par les Ferperonnais. Les Ferperonnais, ils ont un autre outil qui parle des backlinks. Et en fait, tout ce que vous voyez là, le tableau, donc pertinence, suroptimisation, Babar, et à côté, il y a encore autre chose. Ça représente ce que moi j'appelle l'équation SEO, c'est-à-dire pour avoir de la visibilité dans Google, il faut 2 choses. Il faut être pertinent. C'est-à-dire qu'il faut avoir le bon vocabulaire, parler des bonnes choses, répondre aux questions, ce que l'outil là ne fait pas forcément, mais donc ça, il faut jouer de son expertise sur le sujet et répondre aux questions. Par exemple, là, on est peut-être un peu abstrait, mais si on avait tapé, là, c'est Audit SEA, il faut voir ce que Google va vouloir remonter sur Audit SEA pour aller dans Google, pour regarder les résultats des gens qui sont numéro 1 sur Audit SEA. Il faut
voir s'il y a par exemple des people also ask, qui sont des réponses aux questions qui correspondent à la recherche vocale. Quand les gens tapent, disent par exemple à leur assistant ou à leur téléphone audit SEA, et qu'est-ce que Google pense être l'intention de ces gens, et ben, il faut que, justement se calquer sur ce que Google pense être l'intention de ces gens quand ils ont dit ce mot-clé. Donc il y a tout ça. Et à côté, il y a, bien sûr que vous n'êtes pas le seul à faire tout ça, il y en a plein d'autres, il y en a en tout cas plus que 10 ou plus que 3, puisque vous voulez une des 3 premières positions, voire même la première position. Donc, du coup, comment Google va départager tout ce monde qui est pertinent et qui répond bien aux questions, eh ben, il va prendre le plus populaire, et c'est ce que fait l'outil Babar, c'est-à-dire celui qui reçoit le plus de votes des autres sites qui parlent du même sujet. Donc, c'est exactement ce que fait Babar. Et ces chiffres-là, c'est un chiffre qui est donné pour montrer, en fait, si c'est vraiment une question de pertinence ou si c'est aussi surtout une question de popularité. C'est pour ça que je parle d'équation, parce qu'une équation, c'est, bah, tu dis pertinence plus, tu fais ça, l'idée A plus l'idée B, combien il te faut de l'idée A, combien il te faut de l'idée B. Ouais. Est-ce que ta question sur ton mot-clé, c'est vraiment une question seulement de pertinence et il n'y a pas vraiment besoin d'être populaire, c'est pas très compétitif, ou alors c'est super compétitif et il faut être pertinent et surtout être en plus le plus populaire. Voilà. Mais de toute façon, faut pas se dire, comme on a pu se dire, et que ça marchait il y a encore à peu près 5 ans, c'est quand même déjà un bail maintenant, qu'il suffisait d'être populaire et la pertinence, ça passait après. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Voilà. Ok, très clair. Merci Laurent. Et donc là, sans transition, on va passer donc sur une méthode qui permet d'exploiter donc la puissance de l'outil Your Text Guru, mais en masse. Donc c'est un outil qui a été développé donc par l'agence Ecomedia, et qui permet donc de traiter des milliers d'URL rapidement plutôt que de les faire une à une à la main. Donc Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est exactement ce qu'on vous a décrit juste avant, à la slide d'avant, c'est-à-dire vous avez ça répond à la question. On a essayé de répondre à la question, est-ce que j'ai le vocabulaire pertinent pour être dans la course avec les premiers? Et là, vous vous dites, comment je vais faire? Il va falloir que je prenne l'outil Your Text Guru et puis que je mette toutes mes URL de tout mon site, voire donc peut-être potentiellement des milliers d'URL pour ceux qui ont des sites déjà d'une certaine taille. Ça va me prendre beaucoup de temps. Nous, on a inventé un outil qui va faire ça en une fois. Voilà. Et donc, donc en fait, ça va l'API Your Text Guru, bien sûr. Ouais, ça va calculer du coup le SO, SEO et le DSEO. Tu vas avoir le SEO et le DSEO de tes URL. Pour toutes les URL, oui. Potentiellement toutes tes URL pour les mots-clés sur lesquels tu as déjà du potentiel, on va dire. Oui, donc après, le livrable va contenir donc un fichier avec toutes les URL testées. Voilà. Donc, et on va prendre. Donc, alors, tu es en train de parler de ce qu'on va proposer aux gens à la fin du. Ouais, c'est ça, le livrable. On va vous proposer, en fait, on va vous recontacter pour vous proposer un audit gratuit de vos pages. Et donc, on va prendre déjà vos pages existantes. Hein, on va donc pas prendre des pages qui n'existeraient pas. Donc, déjà, on va jouer sur les pages existantes et on va prendre dans ces pages existantes des pages qui ont un potentiel, ce que l'on va juger par rapport à leur visibilité. On a déjà parlé un peu du top 50 tout à l'heure. Et donc, à ce moment-là, donc on va prendre un mot-clé, une URL, on va donner ça à notre outil et en fait, on va vous ressortir le taux d'optimisation, le taux de suroptimisation, donc ce que vous avez vu, SEO, DSEO, pour chacune de vos pages, et vous allez pouvoir avoir donc une photo instantanée de votre site actuellement par rapport à cette optimisation qui est importante du vocabulaire sur vos pages sur lesquelles vous voulez de la visibilité, et vous allez donc pouvoir orienter votre stratégie de contenu en vous disant sur quelle page vous devez avancer en premier, hein, tout simplement, en priorité. Priorité pourquoi? Parce que c'est votre priorité marketing, et priorité pourquoi? Parce que c'est celle où vous avez le plus de celles qui sont déjà presque optimisées, vous devriez les changer juste un tout petit peu, et peut-être que vous avez déjà gravi une des marches de l'escalier de visibilité que vous êtes en train d'essayer de gravir. Voilà. Donc, vous avancez. C'était clair? Oui, c'est très clair, c'est clair. Et donc là, donc par exemple, là, pour le site, l'exemple que tu mets sur le slide, donc c'est le site qui n'a pas l'air très optimisé. On voit que finalement, il y a quand même 117 URL de contenu sous-optimisés. Donc là, quelles actions tu préconises en fait à partir de ces résultats? Alors là, on a pris un exemple d'un site, on a fait tourner notre outil sur un site qui n'était pas optimisé. Ça se voit d'ailleurs parce qu'en fait, donc 117 pages de contenu. On n'a pris que les pages de contenu du coup sur ce site-là.
et du coup 117 des pages, c'est-à-dire la quasi-totalité, n'était pas du tout optimisée. Donc moi, ce que je ferai en premier, éventuellement, c'est d'optimiser. Alors, il y a celles qui sont suroptimisées, les 17%, et puis il y a celles qui sont bien optimisées. Bon, celles-là, il faudra certainement, si elles ne sont pas numéro 1 dans Google, c'est qu'il faut faire autre chose. Ouais. Celles qui sont en vert, c'est de se dire, elles sont peut-être pas assez populaires, j'en reviens à mon équation. Celles qui sont suroptimisées, je vais essayer de me dire, est-ce qu'elles sont numéro 1 dans Google? Donc finalement, la suroptimisation sur ce mot-clé-là, ça n'a pas dû jouer beaucoup, parce que Google n'a pas beaucoup, ça ne doit pas être hyper compétitif non plus, donc c'est quelque chose qui est un signal assez faible. Voilà. Mais par contre, je suis pas numéro 1, je suis qu'en bas de première page sur un mot-clé qui est plutôt très compétitif, et mon texte est largement suroptimisé. Là, je vais peut-être me dire, je vais essayer de le changer un tout petit peu gentiment, en enlevant un mot ou deux mots, en baissant la densité d'un ou des deux mots importants, et surtout en rajoutant un paragraphe qui va me permettre de rajouter du vocabulaire pour rattraper en fait l'optimisation que je vais enlever et avoir une meilleure optimisation. Et je vais essayer de faire ça en regardant ce que font les autres dans Google, en me disant il y a peut-être une question auquel je n'ai pas répondu, donc je vais réorienter aussi l'intention de recherche et le besoin par rapport à mon mot-clé. Et puis sur les 117 pages qui sont très très sous-optimisées, là je vais me dire il y a des mots-clés qui sont stratégiques pour moi, j'ai aucune visibilité dessus, j'ai fait créer des pages mais elles ne font rien du tout dans Google. Excusez-moi, je vais tousser. Voilà. Pardon. Et donc là, en fonction des priorités marketing que j'ai, je vais optimiser mes pages en regardant dans Google ce qu'il faut et en utilisant l'outil finalement qui va vous donner. Alors oui, bien sûr, ça serait pas mal de prendre Your Test Guru. On vous dit ça, on n'a pas de part dans le dedans, mais on les utilise et on les aime beaucoup, les frères Perronnet, ici. Donc, on estime que c'est le meilleur outil du marché parce que c'est le seul qui vous donne le taux de suroptimisation et c'est le seul qui vous pousse à optimiser en utilisant un maximum de diversité de vocabulaire. Et donc, cette diversité de vocabulaire, la difficulté que vous avez, c'est de vous dire où est-ce que je le trouve? Justement, vous le trouvez dans l'outil Your Test Guru. Donc, en fait, c'est déjà fait pour vous. Il suffit d'écrire d'une certaine manière. Oui. Ok, merci Laurent. Donc j'en profite pour vous signaler que donc, la solution qu'on a développée de benchmark éditorial, donc pour le moment est gratuite. Je vais vous passer le formulaire dans le chat et vous pourrez du coup bénéficier d'un benchmark gratuit de vos URL pertinentes et de quoi prioriser vos actions d'optimisation de vos contenus éditoriaux. Alors, entre-temps, Laurent, il y a une question sur la sous-optimisation ne veut pas forcément dire que les pages ne sont pas lues. Lu par par Google, je pense. Par Google, oui, j'imagine. Ça dépend en fait, parce que ça dépend. La sous-optimisation, si vous êtes vraiment très très sous-optimisé, que Google peut pas identifier ce que vous faites, elles sont certainement lues vos pages, mais elles seront pas présentées en tout cas dans les premières positions ou même sur la première page. C'est un risque en tout cas. Voilà, oui, tout est discutable. Il faut apporter un petit peu d'eau au moulin à la discussion, on va dire. Voilà. Et aussi du coup la même question pour est-ce qu'elles sont lues ou non par les utilisateurs? Alors, il faudrait préciser un peu la question parce que est-ce que les pages sont. Alors oui, là, ça. Est-ce que les pages sous-optimisées sont quand même lues? C'est une excellente question en fait. Il y a que des bonnes. On va prouver qu'il y a que des mauvaises réponses, que je viens de faire à l'instant d'ailleurs, et du coup j'ai compris, donc je vais faire la bonne réponse. Donc oui, bien sûr, on peut avoir un texte qui pour un humain est intéressant c'est un bon texte, et en fait on n'aura pas le vocabulaire qu'il faut dedans, donc on sera probablement sous-optimisé. C'est surtout vrai en fait, ça dépend en fait des sujets. Si on est sur un sujet de médecine, de santé, de choses comme ça, et c'est un expert qui va l'avoir écrit, probablement qu'il va de toute façon avoir utilisé le bon vocabulaire, que tout ça est basé de toute façon sur les résultats de Google. Imaginez qu'on est sur un sujet super ouvert où tout le monde peut écrire un truc sur le voyage au Japon, le voyage je sais pas où, voilà. Et bien en fait tout le monde va raconter des tas de choses très différentes. Peut-être quelqu'un va raconter pendant son voyage l'histoire qu'il est allé dans un restaurant, puis l'autre qui va raconter qu'il a rencontré des Japonais, parce que le voyager au Japon ou voyager, les gens le font pour différentes raisons. Donc le vocabulaire va être très disparate, le sujet est très très ouvert. Et là, du coup, effectivement, on ne sera pas forcément optimisé pour Google, c'est-à-dire on ne sera pas forcément optimisé pour ce que Google considère être la bonne réponse et tout ça. Donc là, effectivement, on peut très bien faire un texte qui paraît bien pour un humain et qui sera en dessous de ce qu'il faut pour remonter dans l'algorithme. Si je pense que ça répondait à la question.
Ok, top. Donc on va poursuivre. Merci, j'ai vu la réponse. Merci. Donc c'est vrai que les 3 méthodes qu'on vient de vous présenter, présentent des imperfections, on va dire, parce qu'elles prennent pas en compte les intentions de recherche, mais on a déjà une analyse du vocabulaire qui permet de faire déjà une partie très intéressante. Alors, pour la couche d'intention de recherche, ça va nécessiter l'intervention humaine que, évidemment, nous prenons aussi en charge. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, on voulait un peu mettre les points sur les i, du coup, et même sur les points d'interrogation, puisque c'est ce qu'on voit sur la slide. Donc, nous, en fait, ce qu'on va regarder d'abord là, c'est le vocabulaire. Donc, il n'y a pas que le vocabulaire. Et c'est un peu, ça illustre un peu la réponse à la question qu'on vient de faire à, Ouais. j'ai dit son nom, à Marine, voilà. Parce que en fait, du coup, on pourrait très bien aussi avoir le vocabulaire et ne pas avoir la bonne réponse, c'est-à-dire la bonne réponse pour Google. Et donc, pour connaître la bonne réponse pour Google, il faut aller dans Google justement pour voir ce que lui a sélectionné être la bonne réponse, c'est-à-dire les premiers résultats finalement. Les premiers résultats et aussi un peu les people also ask, c'est-à-dire quand il y en a d'ailleurs, il n'y en a pas tout le temps, c'est people also ask, si tout le monde ne sait pas ce que c'est, en fait c'est les résultats qui sont à l'intérieur des résultats, où ça s'appelle autres questions posées ou en anglais people also ask. Voilà, et donc il faut essayer de se dire, il faut au moins que je réponde à ce que Google aime, quitte à rajouter quelque chose en plus d'ailleurs, parce que moi je pense que finalement mon expertise me dit que sur ce sujet-là, en fait, on devrait encore aller plus loin, parce que Google va se baser que sur l'existant d'une certaine manière. Donc ce qu'il faut, c'est encore améliorer la situation, mais avant de l'améliorer, il faut quand même répondre à ce que Google pense être la bonne réponse. Et ça, donc, il faut le regarder. Il faut le regarder directement dans les résultats. Voilà ce que ça dit. Ok, et donc l'objectif, c'est de pouvoir alimenter des briefs pour les rédacteurs, pour Oui. optimiser son contenu, quoi. Ah, voilà, donc que ça soit vous qui écriviez votre propre contenu directement dans Your Test Guru d'ailleurs, ou que ça soit un rédacteur qui utilise l'outil, ce que nous avons, eh bien, donc du coup, un brief, ça va être quoi? Ça va être déjà une préparation de plan qui n'est pas complète, parce qu'on va demander donc au rédacteur, ou on vous demanderait à vous d'ajouter cette couche d'expertise supplémentaire, ou ce qui voilà, mais une partie du plan qui correspond donc aux intentions que Google aime, et ensuite les mots de vocabulaire qu'il faut utiliser et associer ensemble pour avoir un bon score. Ok. Top. Merci Laurent. Alors voilà, on vient de vous montrer donc les 3 méthodes grâce auxquelles vous pourrez savoir si vous avez un capital de visibilité donc avec vos contenus existants. Donc on va maintenant voir comment vous pouvez vous appuyer dessus pour faire grossir ce potentiel. Et on vous propose donc 3 traitements très concrets dans cette partie pour que vous pouvez mettre en œuvre dès à présent sur vos sites web. Donc, la première chose à faire, ça va être un peu comme dans son jardin finalement, hein. Au printemps, puis plusieurs fois par an, il faut désherber ce qui n'apporte rien, puis valoriser ce qu'on veut garder en mettant de l'engrais, en taillant les pousses pour une petite mise à jour. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Et donc, sur votre site, finalement, ça va être pareil. Google est friand de nouveautés et de mise à jour des contenus. Oui, tout à fait. Vous avez des mots-clés. Là, tu parles carrément de création de pages ou du moins de pages qui sont à recréer parce Voilà, que c'est ça, à il n'y a vraiment pas mettre à grand-chose. jour. Ouais. Il n'y a vraiment pas ce qu'il faut. On est très loin. On est probablement dans le top 40, voilà, ou même au-delà du top 50. Voilà, donc c'est très peu significatif pour Google, mais un tout petit peu quand même. Donc là, il va falloir reprendre le texte totalement. Donc, peut-être l'URL existe, mais il faut reprendre le contenu totalement et le refaire. En fonction du vocabulaire qui est donné par l'outil Your Test Guru et en fonction surtout de ce que Google recherche, de ce qu'on vient de dire juste à la phase d'avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond aux besoins, qu'est-ce que les gens veulent quand ils disent, par exemple, guirlande de Noël, ou là, c'est surtout un achat, nous on le connaît déjà, mais ou quand ils disent, je sais pas moi, engrais naturel, par exemple. Voilà. Moi, je suis pas certain de savoir ce que Google veut quand ils disent engrais naturel. À mon avis, c'est une recherche d'information. Voilà. Ouais, et Mais c'est aussi, déjà aussi presque un produit. Donc, oui. voilà. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Donc je vais voir dans Google, je regarde ce que font les autres, surtout les premiers, et puis j'essaye de faire quelque chose de aussi bien et même mieux. Voilà. Et il faut aussi, donc, alors, faut valoriser ce qui fonctionne, mais il faut aussi finalement retirer ce qui ne marche pas. Oui, tout à fait. Alors, il y a une autre manière d'optimiser son site, c'est de se dire, eh bien,
j'ai tout en fait, dans mon arborescence de site internet, il y a plein de pages mortes. Et pourquoi elles sont mortes? Eh bien, parce qu'elles ne sont jamais montrées dans les résultats de Google. Elles sont pas fonctionnelles, c'est-à-dire, c'est pas des pages que les gens utilisent et visitent moi j'ai besoin pour faire fonctionner mon site. C'est par exemple des vieux articles d'il y a 10 ans et qui fonctionnent plus. Il pourrait très bien y avoir des vieux articles d'il y a 10 ans qui fonctionnent encore. Hein. Ouais. Donc, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Et à ce moment-là, si Google ne les imprime plus, c'est-à-dire si Google ne les montre plus jamais, c'est même pas une question de visite hein, dans Analytics, c'est carrément dans la Search Console, vous avez la colonne impression, c'est-à-dire Google les a mis dans ses résultats, même à la 100e position hein, éventuellement, et ben Google ne le fait même plus depuis 1 an ou depuis 2 ans. Là, vous pouvez couper la branche, hein. Elle ne sert plus à rien et même elle alourdit le crawl. Donc, n'a vraiment aucun intérêt, c'est du négatif. Donc ça, vous pouvez enlever tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que tu appelles le content pruning, c'est ça? C'est ce qu'on appelle le content pruning. Et en général, ça marche assez bien parce que Google vous remercie d'une certaine manière de l'éviter de visiter des pages inutiles. Alors ensuite, donc pour le traitement 2, c'est donc l'optimisation du vocabulaire avec l'enjeu, c'est quand même d'exploiter le vocabulaire de vos concurrents, donc qui sont en top 3 des SERP. Donc en fait, Laurent, c'est ce que tu expliquais dans la deuxième partie avec le graphe et les mots-clés là, avec Your Text Guru en fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la pertinence, c'est un rapport entre un contenu et un mot-clé. Donc, d'une certaine manière, c'est comme la poule et l'œuf. Hein. Si on n'a pas le mot-clé, on ne peut pas avoir de pertinence. Parce qu'en fait, le contenu, il pourrait très bien être pertinent sur un mot-clé, puis même sur un autre et sur un troisième. Par exemple, ici, on a essayé d'être... c'est toujours sur Audit SEA. C'est toujours Audit SEA. Par exemple, on pourrait aussi essayer d'être pertinent sur meilleur Audit SEA ou sur Audit SEA. Alors, je ne vais pas dire pas cher parce qu'à mon avis, ce n'est pas très intéressant, mais bon, voilà. J'essaye de dire, bon, ça fait 3 mots-clés différents sur lesquels on pourrait être pertinent. Donc, si on veut être pertinent sur Audit SEA, parce qu'on pense que c'est celui-là le plus important, eh bien, il faut déjà avoir identifié le mot-clé. Donc, faire une étude de mots-clés ou du moins avoir pensé aux mots-clés sur lesquels on veut être, c'est déjà la première phase. Ensuite, on utilise l'outil. Quand je vous ai dit que l'outil tout à l'heure donnait le vocabulaire, c'est exactement ce que vous voyez à l'écran. Vous avez donc la suite de mots qui part de gauche à droite. Les mots de gauche sont les plus importants. Donc, si vous voulez un bon score, alors je vais vous redire ce que c'est le score vert, le SEO. Donc, ça, c'est le score d'optimisation. Tout à l'heure, on vous a montré la liste qui en fait vient juste en dessous. Et par exemple, si vous voyez que le premier de la liste est par exemple à 70%, vous allez essayer d'avoir 71, 72%. Et si vous voyez que le premier, il a non seulement 70%, mais en plus, il a optimisé très très bien son texte et il a seulement 5% de taux de suroptimisation, ce qui est très bas, et vous allez essayer d'être pareil, c'est-à-dire plutôt en dessous des 5%. Voilà. Et comment vous allez faire ça? Vous allez utiliser un maximum de vocabulaire, ce que vous montre la courbe qui est juste en dessous, où on voit qu'on a utilisé là presque tous les mots qui étaient proposés par l'outil. Et comment est-ce qu'on va les utiliser? Eh bien, on va les associer. Alors là, je vais grossir un petit peu le truc. Voilà, par exemple, audit SEA. Donc, vous avez déjà associé les deux mots qui sont les deux termes qui sont les plus importants, c'est audit et SEA. Mais vous pouvez aussi, par exemple, associer le mot, je vois que le mot campagne est le mot numéro 4. Donc, en important, c'est le mot numéro 4, et vous avez le mot Google qui est le mot numéro 3. Vous pouvez associer les deux mots, la campagne Google par exemple, ou campagne Google Ads même, parce que là, du coup, vous pouvez en associer 3. Et c'est comme ça que vous allez faire jusqu'à ce que vous ayez le meilleur score possible. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on a optimisé le vocabulaire, il faut travailler les backlinks. Donc, comment on fait pour capitaliser avec les backlinks? Parce que tu m'avais expliqué, Laurent, en fait, qu'il y a plus de candidats pertinents que de places dans les SERP. Oui, exactement. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a plus de candidats pertinents qui veulent être. En tout cas, il n'y a qu'un numéro 1, si c'est ce que vous voulez. Ouais. Donc, vous voulez à peu près 30%, 35% du trafic sur votre mot-clé. Il n'y a qu'un seul numéro 1. Et donc, comment fait Google pour départager le numéro 2 du numéro 1, voire le numéro 3 du numéro 1, et je vais même vous dire le numéro 10 du numéro 1, qui sont quasiment aussi pertinents, au moins sur les mots-clés sur lesquels tout le monde veut être, eh bien, il prend les plus populaires, et le plus populaire, c'est celui qui reçoit le plus de backlinks. Maintenant, quand on a dit ça, tous les backlinks ne vont pas fonctionner. C'est-à-dire, il y a ceux que Google va choisir de compter et ceux que Google va choisir de ne pas compter. Et pourquoi Google choisirait de compter un backlink plutôt qu'un autre? Eh bien, alors, dans la manière un petit peu
allez, j'allais dire béotienne, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, dans la manière un peu simple de dire, c'est que Google, en tout cas dans le discours de Google, c'est de dire, bah, celui que je compte pas, c'est celui qui est pas naturel. Et parce que vous n'avez pas le droit d'acheter le lien. Et ça, il peut pas le voir de toute façon. En fait, ce que Google ne va pas compter, c'est ce qu'il n'aime pas. Et ce qu'il n'aime pas, c'est des liens qui sont pas dans la bonne thématique, c'est-à-dire des liens qui ne sont pas significatifs, c'est-à-dire des liens qui correspondent pas en fait à un vote, j'allais dire un vote qui a du sens. Voilà. On va expliquer un petit peu en dessous. Hein. Ouais, donc là, c'était le bon backlink. Qu'est-ce que ça peut être en fait? Donc, tu as déjà oui, voilà. un peu répondu, mais c'est vrai que bah voilà, faut que le lien ait une relation, enfin, faut qu'il y ait une relation en tout cas entre l'intention de recherche et sur la. Voilà, faut qu'il y ait un lien preuve. logique Ouais, voilà. entre les deux pages. Et ça va être plus une histoire de. On pourrait penser que c'est une histoire de pertinence et de vocabulaire. Non, c'est plus une histoire d'intention de recherche. Et par exemple, on va donner un exemple pour que tout d'un coup ça devienne clair pour tout le monde. On a une page B, par exemple, vous êtes la page B, parce que vous avez un site qui vend, qui propose des ménages, donc du service à la personne dans le domaine du ménage. Et vous cherchez un backlink qui ait du sens. Donc, un backlink qui aurait du sens, c'est de prendre, par exemple, un site qui parle de bien-être et dans lequel vous allez faire un article sur les effets, donc bien-être, santé, voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Donc, vous allez faire, par exemple, eh bien, vous allez faire un article donc, sur ce site, sur les effets du ménage, enfin d'une maison propre, bien tenue, sur la santé et le bien-être des gens. Et puis, vous allez faire un lien vers votre site qui propose ce genre de service. Et là, tout d'un coup, c'est logique. Oui, donc après, c'est un peu. Donc, ensuite, pour capitaliser, donc c'est aussi travailler le maillage interne. Donc, quelle va être en fait l'utilité finalement de travailler ce maillage pour capitaliser son contenu? Ah bah, le maillage interne, en fait, c'est une histoire de proba. Hein. Si on devait expliquer ça en une phrase, c'est surtout ça, en fait. En 2 mots, donc le maillage interne, c'est vraiment donc l'histoire de la probabilité. Et la probabilité, c'est que, en fait, les visiteurs suivent les liens. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est un site internet qui conduise vers les pages importantes. Et c'est exactement ce que Google va déterminer, parce que lui, il visite. Contrairement aux visiteurs lambda, comme vous et moi, lui, il visite toutes les pages du site internet. Il va même là où les humains ne vont pas. Hein. Sur un site internet, donc on a parlé de content pruning tout à l'heure, il y a des pages sur lesquelles les humains ne vont pas. Eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, tout ait l'air de pointer vers les pages les plus importantes de votre site. C'est une histoire de déséquilibre, en fait, et c'est une histoire de proba, c'est-à-dire il faut que déséquilibrer tous les chemins pour que en fait, ces chemins mènent tous vers Rome, c'est-à-dire vers les pages qui sont importantes pour vous et en général qui sont les pages business sur lesquelles vous voulez transformer votre achat de produit ou votre lead ou ces choses comme ça. Ouais, Voilà. c'est vrai que sur l'écran, on voit une stratégie de cocon sémantique, donc c'est c'est adapté à ça en fait. C'est vrai que. Voilà. Alors, le cocon, oui, c'est ça. Le cocon sémantique, c'est une stratégie en fait qui lie en fait ce qu'on vient de dire, l'histoire de la probabilité, et l'histoire aussi du fait que ce qu'il faut, c'est lier des pages qui sont liées d'un point de vue ce qu'on a dit pendant tout le reste du webinaire jusque-là, ouais. C'est-à-dire que ces pages, elles ont vraiment un rapport entre elles. Et donc, en général, c'est des pages dans une stratégie de cocon sémantique, on utilise des pages existantes. Donc là, elles sont en bleu éventuellement. Et on a un centre, ce qui est la page qui est en rouge. Ouais. Mais par contre, on va devoir créer d'autres pages pour faire qu'en fait, tout ça soit plus cohérent au niveau du sens. C'est-à-dire que Google a envie de rester sur le site parce que en fait, les liens qui sont faits sont bons pour lui. C'est-à-dire que les pages sont bien liées les unes aux autres d'un point de vue sémantique. Et du coup, et finissent par le mener à la page rouge. Voilà. Ok. Très clair. Et alors ensuite, pour terminer, est-ce que donc tu peux nous donner un exemple, donc après 6 mois de travail, sur comment capitaliser sur l'existant? Alors là, par exemple, on a travaillé 6 mois sur un site entre à peu près novembre et mars et on a doublé le trafic. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Éventuellement, la première chose à faire sur un site, ce qu'on a fait sur ce site, c'est d'optimiser un maximum de pages d'un point de vue avec l'outil Hortesguru, qu'on vous a montré. Donc en utilisant d'un point de vue de vocabulaire, donc en ayant des pages qui sont les plus optimisées possibles. Ça va avoir pour effet
en fait, de doper le maillage interne existant sur le site, puisque du coup, on a dit que le maillage interne il comptait vraiment quand les pages elles étaient bien en relation entre elles. Et donc, ce qu'on a fait, c'est donc ça va doper le maillage interne qui est déjà bien fait sur le site. Et ce qu'on a fait juste après, c'est justement de regarder si ce maillage interne il était bien fait. Et celui qui n'était pas fait, il fallait le faire quand même. Donc, ça, c'est la deuxième truc qu'on a fait après avoir augmenté la pertinence. On a donc optimiser le maillage interne et on a commencé en troisième phase à faire des backlinks. Voilà. Oui, donc en fait, tu as optimisé une centaine de contenus, c'est ça, qui représente en fait à peu près la moitié des contenus du site. Oui, c'est ça. C'est un site où il y a à peu près 200 pages et on en est à peu près à la moitié. On a commencé par les plus importantes, évidemment. Okay. Donc, c'est plus, d'une certaine manière, c'est la moitié en numéraire, mais c'est presque plus que la moitié, quoi. Ouais. Et du coup, au niveau des liens, tu en as ajouté à peu près une cinquantaine. Le maillage interne, on en a fait, oui, on a ajouté un peu plus d'une cinquantaine de liens, effectivement. D'accord. Donc là, il faut quand même préciser, ce sont des liens qui sont faits dans le texte, parce qu'en fait, toute la place des liens sur un site internet a différentes places, a différentes valeurs en fait. Des liens qui sont dans le footer, ils comptent pratiquement pas. Pourquoi ? D'ailleurs, parce que les liens qui sont dans le footer, ils envoient vers toutes les pages. Donc voilà, ça compte très peu. Et les liens qui sont les plus pris en compte, c'est les liens qui sont dans le texte. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas les faire n'importe comment d'ailleurs. D'accord, ok. Alors donc effectivement, comme tu disais, là, en l'espace de 6 mois, donc le trafic en référencement naturel a doublé. Et pour vous donner une petite idée, donc sur 6 mois de travail, le budget de production a représenté à peu près donc 6 000 € pour les contenus et plus 3 000 € pour les backlinks. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, donc voilà, on a terminé donc du coup ce webinaire. Donc j'ai vu qu'il y avait des questions, donc on va y répondre. On avait en question. Il y a Clémence, il y a la première, c'est imaginons que grâce à une API, j'ai du contenu qui entre sur mon site depuis une base de données, mais que ces pages ne sont pas indexées par Google, elles ne sont plus jamais lues. Alors, déjà, si les pages ne sont pas indexées par Google, Google ne va pas aller dessus. Et elles ne sont plus jamais lues si c'est par le robot. Non, si elles ne sont pas indexées par Google, non. Alors, si ça rentre par une API, ça dépend comment c'est foutu. Mais si c'est un frame, par exemple, ça ne va pas aller très, très loin parce que Google connaît ce genre de truc et il va. Alors, on va dire la réponse simple, c'est les frames. Google va considérer que c'est la page sur laquelle est vraiment le contenu qui doit remonter. Il y a des exceptions, mais il ne faut pas jouer sur l'exception, il faut jouer sur la règle. C'est plus important. Je ne sais pas si ça répond, Marine. Sinon, on peut en reparler de manière plus précise. Si j'avais un peu plus d'informations, je pourrais te répondre de manière plus précise, certainement. Ensuite, il y a une question de donc Marine, je t'invite à nous contacter et aller un peu plus loin. Clémence, on se base seulement sur le taux d'impression de la Search Console pour décider qu'une page doit être désindexée ou supprimée. C'était quand on a parlé du content pruning. Dans l'exemple qu'on a donné, on s'est dit que si une page n'est pas du tout imprimée, c'est-à-dire n'est pas du tout vue, que Google la considère plus du tout, on pourrait se baser sur le taux d'impression pour voir que Google ne considère plus une page. Simplement, ça dépend de la taille de son site, parce que le truc, c'est que dans la Search Console, on voit qu'une petite partie, on voit qu'un échantillon de site internet. Alors, si on a un site de 50 ou même de 300 pages, on va probablement voir tout le site en entier. Mais si on a un site de 500 000 pages, on va voir qu'une petite partie. Donc, du coup, cette méthode, elle ne va pas fonctionner. Il va falloir faire une analyse de log pour voir si Google passe ou ne passe pas sur une page. Et faire plusieurs analyses de log, parce qu'il ne suffit pas d'une, il faut aussi que ça s'inscrive dans le temps. Ouais, mais ça, c'est pour les gros sites. On va dire ça commence à partir de 100 000 pages. Voilà. Et ce n'est pas encore un très, très gros site. Et donc ensuite, est-ce qu'il y a des types ? Si vous avez un site de 100 000 pages ou de 200 000 pages, on peut faire quelque chose pour vous. Et même, on peut faire quelque chose pour les gens qui ont des sites de 50 pages, puisqu'on le fait déjà. Je ne voulais pas que ça soit pris dans les deux sens. Ensuite, est-ce que tu as des tips, pour trouver rapidement des sites qui pourraient faire des backlinks intéressants selon son propre... Alors là, des tips, oui, il y en a beaucoup. En fait, ce n'est pas vraiment des tips, mais les méthodes actuellement qui permettent de trouver les meilleurs liens, c'est de les échanger avec les gens qui
qui sont les plus à même en fait de vous apporter de la force. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors, vous parlez de force, échanger quoi? Alors, bah, il y a la manière classique, hein. On échange par rapport à l'autorité en fait du site et de la page. C'est ce qu'on trouve dans des outils classiques de backlinks de type Ahref ou Majestic. Et sinon, on échange avec une autre manière, c'est-à-dire on s'est dit, on va regarder la force du lien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans notre webinaire, et c'est pas seulement l'autorité du site, mais c'est aussi la logique qu'il y a entre les deux pages, et cette logique, on peut la mesurer aujourd'hui grâce à un outil qui s'appelle Babartech, et qui nous propose donc une donnée qui s'appelle la force induite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Merci Marine. Clémence est en train de répondre. Okay. Alors, on va l'écrire. Voilà. Alors, est-ce qu'une encre de lien dans une citation dans son article est considérée comme une encre dans le texte de l'article? Dans une citation. Il faudrait être un petit peu plus précis. Dans une. Si c'est une citation. Alors, est-ce que c'est. Faudrait regarder le code pour répondre de manière plus précise, mais oui, il n'y a pas de raison. Il ne faudrait pas que ce soit une encre de lien sur le nom, par exemple, de la personne qui cite, parce que là, ça sent un peu la fumée, effectivement. On parle bien d'un article. Gladys. Est-ce qu'on parle bien d'un article? On ne parle pas de ce qu'on appelait avant, je sais pas, dans les forums, les liens dans les forums, tous ces machins-là, dans les encres des gens qui avaient, je sais pas, leur tu sais, dans les forums, tu mettais ton lien par rapport à ton nom et tout ça, mais ça marche plus. Hein. Mais si c'est bien un article, oui, une citation, ça va apporter de l'expertise à l'article. Donc, ça va jouer sur Google Hit. Ça, c'est bien. Je ne sais pas quel est votre sujet. Vous êtes peut-être un sujet sur lequel Google considère qu'il y a une forme de morale, si c'est financier, si c'est la santé ou même le bien-être, parce que la limite entre, d'ailleurs, n'est pas toujours facile à trouver. Et sinon, si c'est dans le corps du texte ou même dans le corps de la page, oui, c'est un lien. Hein. Nous possédons un site avec plus de 500 000 pages, ça c'est bien. Voilà, merci. Le principal problème se situe dans le fil d'Ariane du site. Comment pouvons-nous améliorer l'expérience des utilisateurs lorsqu'on est confronté à autant de pages? 500 000 pages, c'est encore jouable. Ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes catégories, les bonnes sous-catégories. Effectivement, ça se situe dans le fil d'Ariane qui correspond à la structure du site. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faudrait faire un audit. Hein. On peut se reparler, Marine. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. On peut regarder. Voilà. J'en profite pour remettre du coup le lien de notre outil, si vous voulez, un benchmark édito de vos contenus. N'hésitez pas à remplir le formulaire, en tout cas. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Clémence est en train de taper quelque chose. Yep. Bon, après, si vous avez des questions un peu plus pointues, un peu plus précises, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas, sur le site. Voilà, on peut peut-être dire rapidement ce que ça va être le benchmark. Donc, on a bien dit que c'est par rapport à l'optimisation. Donc, les trucs à faire, en fait, c'est de se dire qu'après, il va falloir trouver les moyens donc de prendre un rédacteur ou de... Alors, je me demande souvent, mais je suppose que ça dépend du site et de son sujet en lui-même, quelle place doit tenir le blog par rapport au site en lui-même.
surtout lorsqu'on fait des liens. Doit-on plus renvoyer vers le site ou vers le blog? Alors, c'est plus souvent vers le site que vers le blog. La réponse simple, c'est renvoyer vers le site. Faire ce qu'on appelle par exemple de la pollination de contenu. Alors la pollination de contenu, pour faire très très simple, c'est on fait un contenu froid. Un contenu froid, c'est un contenu qui est vrai aujourd'hui, vrai demain, vrai après-demain et probablement, vraisemblablement vrai dans plusieurs années, même si on doit, et d'ailleurs ce qui serait une bonne pratique et ce qu'on a dit au cours du webinaire, ajouter une petite ligne par exemple ici ou changer quelque chose, et même en montrant aux visiteurs qu'on a changé quelque chose, en disant par exemple, moi je suis l'auteur par exemple, j'avais signé mon article, et au plein milieu de l'article, ben, je vais dire, alors depuis que cet article a été écrit, ce point-là a changé, par exemple il y a des articles sur le SEO où il y a des mises à jour et des trucs comme ça, et on a des trucs, on a appris des choses nouvelles sur l'algorithme de Google, ou si on est dans autre chose, par exemple, si les lois ont changé dans la comptabilité, ou enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors ça, c'est pour expliquer ce que c'est qu'un article froid. J'étais parti sur la pollination, hein, donc je reviens. La pollination, c'est de se dire, eh bien, dans le blog, je ne vais ne mettre que des trucs plutôt chauds et plutôt tièdes, c'est-à-dire des petits articles que j'ai pas forcément besoin d'optimiser, qui vont être sur des sujets qui remontent dans l'actualité, ou dont on parle en ce moment, ou qui sont saisonniers, ou donc il faut trouver plus ou moins de chaleur, voilà, plus ou moins d'actuel, le côté actuel, le côté c'est chaud, c'est en ce moment, voilà. Et du coup, ça permet de drainer du trafic et de drainer Google qui s'intéresse aussi à ces questions de chaleur, à répondre aux gens au moment où ils ont besoin de le chercher. Donc, du coup, ça va à la fois drainer Google vers vos articles froids sur lesquels vous voulez beaucoup de visibilité sur beaucoup de mots-clés. Voilà. Et les gens, pas de même. Je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. Donc, voilà, ce qu'il faut répondre aussi de manière simple, c'est que d'une manière générale, l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre des articles froids dans un blog avec un fil d'actualité et qui, au bout de plusieurs années, sont toujours des articles intéressants, mais qui ne reçoivent plus la même popularité du maillage interne. Le maillage interne, du coup, est beaucoup moins intéressant pour eux au bout de 3 ans parce qu'ils ont été poussés par les autres articles. Voilà. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Et ça peut se rattraper naturellement. Du coup, on va faire des articles vers le blog. Mais ça, c'est pour corriger les problèmes, en fait. Voilà. Contenu chaud sur le blog, et c'est exactement ça, Clémence. D'ailleurs, un blog, c'est un truc d'actualité, hein. C'est comme un journal. Donc, je comprends que des gens s'en servent pour y mettre des contenus froids parce que c'est pratique et c'est pas cher. Voilà. Mais c'est quand même une erreur qui est rattrapable, on va le dire. Eh ben, c'est nous qui vous remercions. Voilà. Donc, s'il n'y a pas... Clémence, hein, si vous voulez. Oui, n'hésitez pas à nous contacter, Clémence, effectivement, si besoin de plus d'informations. Voilà, pour répondre plus précisément à vos questions sur votre contexte à vous. Hein. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'arrêter ici. Donc, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos interrogations, en tout cas sur comment capitaliser sur les contenus SEO existants pour gagner donc en efficacité. Et je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux webinaires.